Bonjour. Nous sommes la classe de première ES1 et nous allons vous présenter notre TPE avec Marie-Amélie Pousse, Héloïse Villemat et je suis Magali Troin. Devrions-nous réduire ou arrêter notre consommation de viande pour notre alimentation future? Dans un premier temps, nous nous demanderons comment répondre à cette problématique avec les raisons suivantes, l'environnement et pour notre santé. Dans un second temps, nous étudierons les solutions que nous pouvons trouver à ces problèmes, comme des régimes alimentaires, le végétarisme, le piscitarisme, le flexitarisme ou encore le végétalisme. D'ores et déjà, nous pouvons dire que la viande fait partie des aliments de luxe, opposant les aliments qui assurent notre simple survie comme les céréales ou les féculents. Nous constatons donc que les Français consomment plus de viande que la population nigérienne. Concernant le cas des pays en développement comme la Chine, on observe une augmentation importante de leur consommation carnassière. Néanmoins, la consommation de viande de plus en plus importante dans les pays riches engendre l'émancipation de l'élevage intensif. En effet, en 2015, 318 millions de tonnes de viande ont été consommées dans le monde. De plus, 66 milliards de bêtes ont été tuées pour la consommation humaine, ce qui représente 26% de plus qu'en 2003. En 1970, nous mangions 28 kg de viande par an et en 2014, l'estimation était de 43 kg par an. Nous allons donc étudier le cas des volailles en France, puis celui des bovins au Canada. En effet, 37 millions de canards et 700 000 oies sont engraissés chaque année pour faire du foie gras. Cela représente 1,17 kg par seconde en France. Il y a aussi un élevage intensif de poules, 81% de celles-ci sont pondeuses et 82% sont utilisées pour leur chair. Concernant l'élevage de bovins au Canada, ils se voient dès leur plus jeune âge injecter des hormones de croissance, comme de la progestérone ou encore de la testostérone. Leur croissance se voit décuplée de 15 à 20% et cela produit une viande moins grasse. Cela limite le coût de production, mais cette méthode est interdite sur les porcs et les volailles. Concernant les poules, elles sont enfermées dans une cage de batterie. La norme de place pour une bête est l'équivalent d'une feuille à 4. Elles sont dans le noir et marchent sur les cadavres de leurs voisines. En 1957, une poule pesait 905 grammes, tandis qu'aujourd'hui, elle pèse environ 4 kilos. Les élevages intensifs de poulets sont les plus nombreux, et ce n'est pas étonnant puisqu'aujourd'hui, les Américains consomment autant de poulets en une journée qu'ils en mangeaient en un an en 1930. Les truies, quant à elles, sont maintenues continuellement enceintes par insémination artificielle. Les porcelets sont retirés de leur mère au bout de 3 semaines, alors que l'âge théorique de sevrage est de 4 mois. Ils subissent des opérations sans anesthésie. Ceux qui survivent sont engraissés toute leur vie sur des caillebotis sans jamais voir le jour. Après avoir vu leurs conditions de vie, ces animaux vont donc aller à l'abattoir. Nous allons donc voir l'abattage de vaches en France, puis de porcs au Mexique. Tout d'abord, ces animaux sont dans le meilleur des cas assommés avec de l'électricité ou avec une massue. Si l'animal n'est pas complètement inconscient, un employé de l'abattoir doit finir le travail de sa propre manière, c'est-à-dire en lui réinjectant du courant électrique ou en le refrappant. Ces activités sont exercées pour ces deux espèces dans les différents pays cités précédemment. Ces nombreuses méthodes sont atroces, alors qu'il existe des possibilités de tuer les animaux sans les faire souffrir. Les fermes indépendantes, par exemple, abattent les bêtes de manière plus respectueuse. Les élevages intensifs ont un effet nuisible sur l'environnement. Les algues vertes, par exemple en Bretagne, dont le développement est dû d'une part à l'accumulation excessive des déjections de cochons, les lisiers, qui ont un très fort taux de nitrate, notamment d'azote, et d'autre part, ces algues se développent à cause des engrais azotés dispersés par les hommes. Ces algues ont une action néfaste. En provoquant l'anéantissement d'une grande partie de la faune et de la flore sous-marine, de plus, lorsqu'elles sont exposées un certain temps au soleil, elles dégagent des gaz toxiques. Nous savons par exemple que des sangliers et des chevaux ont été retrouvés morts près de ces algues. Les nitrates, comme l'azote, sont absorbés en partie par les plantes, et l'autre partie ruisselle entre ces dernières pour ensuite se déverser dans la mer. L'eau est donc chargée en nitrates, mais il est éliminé en quasi-totalité par les stations d'épuration. L'élevage des animaux nécessite des surfaces au sol et des volumes d'eau beaucoup plus grands que la culture des céréales pour produire la même masse d'aliments. En France, en moyenne,
Une vache a besoin d'1 hectare, soit l'équivalent de 2 terrains de foot, de surface agricole pour se nourrir en un an. Pour 1 kg de viande de bœuf, il faut 15 500 litres d'eau, tandis que pour 1 kg de riz, il faut seulement 1500 litres. 70% de l'eau douce de la surface terrestre est utilisée pour le breuvage ou encore pour les plantations où sont cultivées la nourriture du bétail, contre 8% pour les usages domestiques et 22% pour l'industrie. Par exemple, en France, 75% des terres agricoles sont consacrées à la nourriture des élevages. Le soja représente dans le monde 91% de la déforestation amazonienne, alors que les hommes n'en consomment que 4%. Les gaz à effet de serre GES sont des composants gazeux qui absorbent le rayonnement infrarouge. L'augmentation de leur concentration dans l'atmosphère terrestre est l'un des facteurs d'impact à l'origine du réchauffement climatique. En effet, les vaches produisent un peu moins de 10% des gaz à effet de serre par le biais de leur flatulence. Elles sont composées de méthane, c'est un gaz bien plus puissant que le CO2 car il piège 28 fois plus de chaleur que celui-ci. Le régime végétarien est riche en fibres alimentaires ainsi qu'en potassium et est pauvre en gras saturés, en sodium et en sucre concentré. Le régime végétarien est pauvre en matières grasses et en viande carbonisée qui apportent les nitrites. La plus grande menace pour notre santé est l'injection d'antibiotiques dans les élevages intensifs. Les responsables des élevages intensifs injectent dans la nourriture des animaux des antibiotiques pour éviter les maladies qui se propageraient dans l'élevage entier vu l'espace disponible pour chaque bête. Seulement, les bactéries s'habituent à l'apport quotidien et en grande quantité dans les antibiotiques, elles deviennent donc résistantes. Ceci pourrait engendrer la disparition quasi totale des élevages intensifs d'ici quelques années. Cette pratique affecte également notre santé. Nous ingérons des antibiotiques qui nous sont inutiles, mais qui, avec le temps et l'abondance, affaibliront notre défense immunitaire. La viande rouge peut provoquer du diabète ou encore des maladies cardiovasculaires. Celle-ci cause 30% des décès sur la planète. De plus, la surconsommation de viande transformée, comme les saucisses ou le jambon, peut s'avérer cancérogène. 90% des pesticides résident dans la viande que nous consommons, alors que seulement 10% sont dans les végétaux. Contrairement à une idée reçue, la consommation de viande n'est pas totalement indispensable à notre survie. En effet, elle ne nous apporte que 8% des calories et 18% des protéines nécessaires à notre organisme annuellement. Je vais vous parler du végétarisme. Les personnes suivant ce régime excluent de leur alimentation toute chair animale. Ils ne mangent donc pas de poisson ni de viande. Néanmoins, ils peuvent consommer des produits issus des animaux, comme par exemple le miel, les œufs ou le lait. Celui-ci est un exemple de repas végétarien. Il est composé d'un gratin aubergine mozzarella, accompagné d'un œuf au plat. Nous n'avons pas fait de dessert spécifique, mais n'oubliez pas que dans ce régime, nous avons droit de consommer des laitages. Contrairement au régime cité précédemment, les végétaliens ne consomment aucun aliment provenant des animaux. Ils utilisent des substituts comme du lait de coco, du lait d'amande ou encore des yaourts au soja. Ils remplacent leurs protéines par des graines comme le quinoa ou encore le boulgour et aussi par des légumineuses comme les lentilles, les pois chiches et tout ça. Il y a aussi un mode de vie, le véganisme, qui réunit le régime végétalien et aussi une attitude, c'est-à-dire qu'ils ne portent aucun cuir, ils ne portent pas de laine et surtout ils sont contre la violence animale. Voici un exemple de repas végétalien. Il est composé d'un steak de soja avec des frites de patates douces et en dessert des cookies véganes. Nous avons mis du lait d'amande en tant que substitut. Savez-vous que pour faire un manteau de fourrure, il faut au choix 13 lynx, 16 castors, 22 loups ou 22 renards, 32 ratons laveurs, 36 lapins, 38 agneaux, 67 antilopes ou encore 330 écureuils. Le régime pescétarien concerne les personnes qui n'excluent que la viande de leur alimentation. Ils peuvent donc manger du poisson, d'où la racine latine pescis. Nous connaissons également le régime méditerranéen, qui lui ressemble beaucoup. La seule différence est que la volaille est autorisée. Le flexitarisme est une pratique alimentaire qui consiste à être flexible dans le régime végétarien, c'est-à-dire que lorsqu'ils sortent au restaurant ou qu'ils sont invités, les flexitariens peuvent se permettre de faire une exception en mangeant de la viande. Ce mot est en réalité un néologisme qui a pris pour radical le mot flexible. Un exemple de plat pescétarien composé de saumon grillé accompagné de poivrons crus. Nous vous avons donc montré qu'il était possible de suivre des régimes végétariens
c'est-à-dire sans viande chez nous, car nous cuisinons nous-mêmes. Et on peut aussi trouver des restaurants qui nous proposent des plats variés, sans viande ou sans aliments déconseillés pour les régimes végétaliens, comme par exemple celui-ci, qui est derrière nous. qu'on va donc vous présenter. Je suis végétarien, tout à fait. Et depuis combien de temps? Depuis très peu de temps. Je suis végétarien depuis le mois de mars, en fait. Voilà. J'ai fait d'autres régimes avant. Et la finalité m'a amené à devenir végétarien. Sur le plan de la santé, hein, dans un premier temps. La cause animale, c'est autre chose. D'où vous est venue l'idée de créer ce food truck? Alors, l'idée, elle est au départ, si tu veux, le Steampunk Café, c'est un bar. L'idée de base, c'est un bar à vocation artistique. Seulement, le budget de départ pour pouvoir l'ouvrir était assez conséquent. Donc, on a commencé avec le food truck parce que c'était plus abordable pour nous, tout simplement. C'était aussi une façon de se faire une première clientèle. Et, est-ce que vous avez du mal à trouver de quoi vous fournir? Non, pas du tout. Non seulement on n'a pas de mal, et il y a de plus en plus parce qu'on essaye d'être dans un rapport de favoriser ce qu'on appelle les circuits courts, donc d'aller chercher en fait la matière première le plus près possible pour impacter un minimum sur l'environnement. Et ensuite, oui, après il y a des produits qui sont un petit peu plus compliqués à trouver, mais on arrive à les trouver facilement dans les magasins bio. Voilà, parce qu'il y a des produits qu'on peut acheter en grosse quantité. Donc on peut contacter directement les fournisseurs, les farines, voilà, tous les produits secs, les fruits, les légumes, et après bien sûr évidemment les fruits exotiques, ça c'est un peu plus compliqué. Et tous les produits qui sont issus de l'agroalimentaire, par exemple les yaourts à base de lait végétal, de soja, des choses comme ça, où là il faut une technologie pour les mettre au point, donc ça on les trouve dans les magasins bio. Donc dans l'absolu c'est facile, c'est plus facile même que de... C'est plus facile de travailler en circuit court sur le végétal qu'avec la viande. Voilà. Ces régimes menés de façon appropriée sont bons pour la santé, adéquats sur le plan nutritionnel, bénéfiques pour la prévention et le traitement des maladies, respectent le droit des animaux et ils sont également appropriés à tout âge. L'idée du végétalisme n'est pas nouvelle, en effet Pythagore, De Vinci, Gandhi, Franklin et Einstein en étaient d'adeptes. À l'heure d'aujourd'hui, 10% des Italiens, Indiens ou encore Américains suivent un régime sans viande. D'après Philippe Stefanini, docteur en anthropobiologie, dans les 10 années à venir, nous n'aurons plus de viande. Il faudra donc la remplacer, par exemple par de la viande transformée. Nous pourrons utiliser des cyanobactéries, des lichens, des microalgues ou encore de la farine de cafard. Il affirme aussi que la spiruline est un aliment incontournable pour notre alimentation future, car il a des qualités nutritives fondamentales. N'oublions pas que les espèces marines sont aussi en danger à cause de notre surpêche mondiale. Les animaux marins disparaissent. Aussi, des tribus comme les Maasai ou les Mongols vivent d'une activité économique, l'élevage modéré, depuis des générations. Dans nos pays industrialisés, de plus en plus de personnes se rendent compte du danger et du problème. C'est pourquoi ils pratiquent un élevage et une agriculture raisonnée.